L'extraordinaire s'ouvre devant toi. Bienvenue dans l'audiolivre « Débloque ton esprit » de Charles Francis Haanel, un voyage fascinant à travers les méandres complexes de la conscience humaine. Imagine un instant que chaque pensée est une clé, chaque idée une porte vers un vaste univers de possibilités. Dans ces pages sonores, je t'invite à explorer le pouvoir caché qui réside au cœur de ton être, où les rêves se mêlent à la réalité, et l'imagination est le moteur de la création. Accompagne Charles Francis Haanel dans un voyage introspectif où tu dévoileras les secrets de la pensée créative, de la visualisation et de la manifestation de tes désirs les plus profonds. Découvre comment libérer le potentiel latent de ton esprit, transformant tes aspirations en réalité tangible. Avec une prose immersive et un message qui transcende le temps, Débloque ton esprit te guidera vers une nouvelle compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. Prépare-toi à défier les frontières du conventionnel et à te plonger dans un voyage transformateur vers la plénitude et la réalisation personnelle. Es-tu prêt à ouvrir les portes de la perception et à libérer tout le pouvoir qui sommeille en toi? Alors laisse cet audiolivre être ton guide vers l'éveil de ton véritable potentiel. Le voyage commence maintenant. Introduction. Première partie. Dans ce livre, il te sera montré pourquoi ce que tu penses, fais ou ressens est une indication de ce que tu es. La pensée est de l'énergie et l'énergie est du pouvoir. C'est pourquoi toutes les religions, sciences et philosophies que le monde a connues jusqu'à présent se sont basées sur la manifestation de cette énergie plutôt que sur l'énergie elle-même. Ainsi, le monde a été limité aux effets tandis que les causes ont été ignorées ou mal comprises. Pour cette raison, nous avons Dieu et le diable dans la religion, le positif et le négatif dans la science, et le bien et le mal dans la philosophie. La clé maîtresse inverse le processus et s'intéresse uniquement aux causes. Les lettres reçues des étudiants racontent des histoires merveilleuses, indiquant de manière concluante que ces étudiants découvrent la cause grâce à laquelle ils peuvent assurer pour eux-mêmes la santé, l'harmonie, l'abondance et tout ce qui est nécessaire à leur bien-être et leur bonheur. La vie est expressive et nous sommes là pour l'exprimer harmonieusement et constructivement. La douleur, la misère, le malheur, la maladie et la pauvreté ne sont pas nécessaires et nous les éliminons constamment, mais ce processus d'élimination consiste à aller bien au-delà de toute limitation. Celui qui a renforcé et purifié sa pensée n'a pas besoin de s'inquiéter des microbes, et celui qui a compris la loi de l'abondance ira immédiatement à la source de l'approvisionnement. Ainsi, la chance, la fortune et le destin seront aussi facilement contrôlés qu'un capitaine contrôle son navire ou qu'un conducteur contrôle son train. Première partie. 1. Le moi de toi n'est pas le corps physique, ce n'est qu'un instrument que le moi utilise pour réaliser ses desseins. Le moi ne peut pas être l'esprit, car l'esprit n'est qu'un autre instrument que le moi utilise pour penser, raisonner et planifier. 2. Le moi est quelque chose qui contrôle et dirige le corps et l'esprit, quelque chose qui détermine ce qu'ils feront et comment ils agiront. Lorsque tu comprendras la véritable nature de ce moi, tu jouiras d'un sentiment de pouvoir que tu n'as jamais connu auparavant. 3. Ta personnalité est composée de caractéristiques, de particularités, d'habitudes et de traits de caractère. Voici le résultat de votre ancienne manière de penser, mais ils n'ont rien à voir avec le vrai moi. Quand vous dites « je pense », le moi dit à l'esprit ce qu'il pensera. Quand vous dites « je vais », le moi dit au corps physique où il ira. La vraie nature de ce moi est spirituelle et est la source du vrai pouvoir qui émerge chez les hommes et les femmes lorsqu'ils comprennent leur vraie nature. Le plus grand et merveilleux pouvoir que ce moi est donné est le pouvoir de penser. Mais peu de gens savent comment penser de manière constructive ou correcte. Par conséquent, ils n'obtiennent pas de résultats. La plupart des gens permettent à leur pensée de vagabonder vers des desseins égoïstes, résultat inévitable d'un esprit immature. Lorsque l'esprit mûrit, il comprend que le germe de la défaite réside dans chaque pensée égoïste. L'esprit entraîné sait que tout commerce doit bénéficier à chaque personne impliquée dans la transaction, et que toute tentative de bénéficier de la faiblesse, de l'ignorance ou du besoin d'autrui
opérera inévitablement contre soi. C'est parce que l'individuel est une partie de l'universel. Une partie ne peut être contre une autre partie. Mais au contraire, le bien-être de chaque partie dépend de la reconnaissance de l'intérêt commun. Ceux qui reconnaissent ce principe ont un grand avantage dans les affaires de la vie. Ils ne se vantent pas d'eux-mêmes, peuvent facilement éliminer les pensées vagues, se concentrer pleinement sur n'importe quel sujet et ne perdent pas de temps ni d'argent dans des choses qui ne les bénéficient pas. Si vous ne pouvez pas faire ces choses, c'est parce que jusqu'à présent vous n'avez pas fait l'effort nécessaire. Maintenant est le moment de faire l'effort. Le résultat sera proportionnel à l'effort fourni. Une des affirmations les plus fortes que vous pouvez utiliser pour renforcer votre volonté et atteindre votre pouvoir est « Je peux être ce que je décide d'être ». Chaque fois que vous le répétez, comprenez qui et quoi est ce moi. Essayez d'atteindre une compréhension totale de la vraie nature du moi. Si vous le faites, vous deviendrez invincible, tant que vos objectifs et vos buts sont constructifs et donc en harmonie avec le principe créateur de l'univers. Utilisez cette affirmation, utilisez-la continuellement matin et soir, aussi souvent que vous y pensez pendant la journée, et continuez ainsi jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Formez l'habitude. À moins de faire cela, il vaut mieux ne pas commencer, car la psychologie moderne nous dit que lorsque nous commençons quelque chose et ne le terminons pas, ou que nous faisons un accord et ne le respectons pas, nous formons l'habitude de l'échec, un échec absolu et ignominieux. Si vous ne prévoyez pas de faire quelque chose, ne commencez pas. Si vous commencez, continuez, même si les cieux tombent. Si vous décidez de faire quelque chose, faites-le. Ne laissez rien ni personne interférer. Le moi en vous a décidé, c'est fait. Le dé est jeté. Il n'y a plus de discussion. Si vous mettez cette idée en pratique, commencez par des choses simples que vous savez pouvoir contrôler et augmentez progressivement vos efforts, mais ne permettez jamais, en aucune circonstance, que votre moi soit annulé. Vous constaterez qu'avec le temps, vous pourrez contrôler de nombreuses personnes. Beaucoup ont découvert, à leur grand regret, qu'il est plus facile de contrôler un royaume que de se contrôler soi-même. Mais une fois que vous aurez appris à vous contrôler, vous découvrirez que le monde intérieur qui contrôle le monde extérieur est devenu irrésistible. Les hommes et les choses répondront à vos désirs sans aucun effort apparent de votre part. Ce n'est pas aussi étrange ou impossible que cela puisse paraître si vous vous souvenez que le monde intérieur est contrôlé par le moi, qui fait partie et est un avec le moi infini, qui est l'énergie universelle ou l'esprit généralement appelé Dieu. Ceci n'est pas une simple déclaration ou théorie faite dans le but de confirmer ou d'établir une idée. C'est un fait accepté par les meilleurs penseurs religieux ainsi que par les meilleurs penseurs scientifiques. Herbert Spencer a dit « De tous les mystères qui nous entourent, rien n'est plus vrai que d'être toujours en présence d'une énergie infinie et éternelle, de laquelle procède toute chose. » Lyman Abbott, dans un discours éloquent devant les étudiants du séminaire théologique de Bangor, a déclaré « Nous commençons à penser que Dieu habite en l'homme, plutôt que d'agir en l'homme de l'extérieur. La science commence la recherche et s'arrête. La science trouve l'énergie éternelle omniprésente. La religion trouve le pouvoir derrière cette énergie et le localise à l'intérieur de l'homme. Mais cela n'est en aucun cas une découverte nouvelle. La Bible dit exactement la même chose, et le langage est précis, clair et convaincant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Voici donc le secret du merveilleux pouvoir créateur du monde intérieur. Plus nous donnons, plus nous recevons. Nous devons devenir un canal à travers lequel l'univers peut s'exprimer. L'univers essaie constamment de s'exprimer et cherche le canal par lequel il peut trouver la plus grande activité, où il peut apporter le plus grand bienfait, où il peut offrir le plus grand service à l'humanité. L'univers ne peut pas s'exprimer à travers vous tant que vous êtes occupé avec vos propres plans et objectifs. Fermez vos sens, recherchez l'inspiration, concentrez votre activité mentale à l'intérieur de vous. Vivez dans la connaissance de votre unité avec l'omnipotence, jusqu'à ce que le ruisseau coule profondément. Envisagez les nombreuses opportunités auxquelles vous avez accès spirituellement par l'omniprésence du pouvoir. Visualisez les événements, circonstances et conditions
dans lesquels ces connexions spirituelles peuvent aider à la manifestation souhaitée. Prenez conscience du fait que l'essence et l'âme de toute chose sont spirituelles, et que le spirituel est réel car il est la vie en tout ce qui est. Quand l'esprit part, la vie part, il est mort, il a cessé d'exister. Ces activités mentales appartiennent au monde intérieur, au monde de la cause, et les conditions et circonstances qui en résultent sont les faits. C'est ainsi que vous devenez créateur. C'est un travail important. C'est l'idéal le plus élevé, grand et noble que l'on puisse concevoir. Le travail deviendra la chose la plus importante. Les excès de travail, de divertissement, d'activité physique ou de toute autre sorte produisent des états d'apathie et de stagnation mentale. Cela rend impossible l'accomplissement du travail le plus important, qui conduit à la compréhension du pouvoir conscient. Nous devons donc chercher le silence fréquemment. Le pouvoir vient à travers le repos. C'est dans le silence que nous pouvons être calmes, et quand nous sommes calmes, nous pouvons penser, et la pensée est le secret de toute réalisation. La pensée est un schéma de mouvement et est soutenue par la loi de la vibration, tout comme la lumière ou l'électricité, donnant de la vitalité selon les émotions. À travers la loi de l'amour, elle prend forme et expression. Selon la loi de la croissance, elle est un produit du moi spirituel, d'où sa nature divine, spirituelle et créatrice. Il est donc évident que pour exprimer le pouvoir, l'abondance ou tout autre but constructif, les émotions doivent être utilisées pour donner du sentiment à la pensée afin qu'elle prenne forme. Comment pouvons-nous atteindre ce but? C'est là le point essentiel. Comment pouvons-nous développer la foi, le courage et le sentiment qui mèneront au succès? La réponse est par l'exercice. La force mentale est renforcée exactement de la même manière que la force physique, par l'exercice. Nous pensons quelque chose peut être difficile la première fois, nous le pensons à nouveau et cela devient plus facile. Nous le pensons encore et encore. Alors cela devient une habitude mentale. Nous continuons à penser la même chose et finalement, cela devient automatique. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser davantage à cela. Maintenant, nous sommes de pensée positive. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Nous sommes sûrs. Nous savons. La semaine dernière, je vous ai demandé de vous détendre, de vous relâcher physiquement. Cette semaine, je vous demanderai de vous relâcher mentalement. Si vous avez pratiqué l'exercice donné la semaine dernière, 15 à 20 minutes par jour selon les instructions, vous pouvez certainement vous détendre physiquement. Si quelqu'un ne peut pas le faire consciemment et rapidement, il n'est pas maître de lui-même, il n'a pas obtenu la liberté, il est encore esclave des circonstances. Mais je supposerai que vous avez maîtrisé l'exercice et que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, qui est la liberté mentale. Cette semaine, après avoir pris votre position habituelle, détendez-vous complètement, puis relâchez mentalement toutes les conditions adverses, telles que la haine, la colère, l'inquiétude, la jalousie, l'envie, la peine, le dérangement ou la déception de toutes sortes. Vous pouvez dire que vous ne pouvez pas lâcher prise de ces choses, mais vous le pouvez. Vous pouvez le faire en décidant mentalement de le faire par intention et persistance volontaire. La raison pour laquelle certains ne peuvent pas le faire est qu'ils se laissent de contrôler par les émotions plutôt que par leur intellect. Mais ceux qui sont guidés par l'intellect obtiendront la victoire. Vous ne réussirez pas la première fois que vous essayez, mais la pratique rend parfait. Dans cela comme dans tout, vous devez réussir à expulser, éliminer et détruire complètement ces pensées négatives et destructrices, car ce sont les graines qui germent constamment dans des conditions discordantes de toutes sortes et descriptions concevables. Rien n'est plus vrai que la qualité des pensées que nous entretenons en corrélation avec certains aspects du monde extérieur. C'est la loi dont il n'y a pas d'échappatoire, et c'est cette loi, cette corrélation de la pensée avec son objet, qui depuis des temps immémoriaux a dirigé les gens à croire en la providence spéciale. Willmann's Questions d'études avec réponse. Première partie, qu'est-ce que la pensée? La pensée est de l'énergie spirituelle. Comment est-elle soutenue? Elle est soutenue par la loi de la vibration. Comment obtient-elle la vitalité? Par la loi de l'amour. Comment prend-elle forme? Par la loi de la croissance. Quel est le secret de son pouvoir créatif? C'est une activité spirituelle. Comment pouvons-nous développer la foi, le courage et l'enthousiasme qui entraîneront le succès? En reconnaissant notre nature spirituelle. Quel est le secret du pouvoir? Le service. Introduction à la deuxième partie.
Après avoir étudié attentivement cette partie, vous verrez que chaque force, objet ou fait concevable est le résultat de l'esprit en action. L'esprit en action est la pensée, et la pensée est créative. Les hommes pensent maintenant comme ils n'ont jamais pensé auparavant. C'est donc une époque créative, et l'univers leur offre les récompenses les plus riches pour leur pensée. La matière n'a pas de pouvoir, elle est passive et inerte. L'esprit est force, énergie, pouvoir. L'esprit donne forme et contrôle la matière. Chaque forme que prend la matière est simplement l'expression d'une pensée préexistante. Mais la pensée ne fait pas de transformation magique. Elle obéit à des lois naturelles, met en mouvement des forces naturelles, libère des énergies naturelles, se manifeste dans son comportement et ses actions, et celles-ci réagissent à leur tour sur ses amis et connaissances, et éventuellement sur tout son environnement. Vous pouvez engendrer des pensées, et puisque les pensées sont créatives, vous pouvez créer pour vous-même les choses que vous désirez. Deuxième partie. Au moins 90% de notre vie mentale est subconsciente, donc ceux qui ne peuvent pas utiliser ce pouvoir mental vivent dans une grande limitation. Le subconscient peut et résoudra tout problème pour nous si nous savons le diriger. Les processus subconscients travaillent toujours. La seule question est, allons-nous être simplement les réceptacles passifs de cette activité, ou sommes-nous conscients pour diriger le travail? Aurons-nous la vision de là où nous allons? Éviterons-nous les dangers, ou simplement nous laisserons-nous emporter par le courant? Très bien, nous avons découvert que l'esprit remplit chaque partie du corps physique, toujours capable d'être dirigé ou impressionné par l'autorité qui émane du dessein ou de la partie dominante de l'esprit. L'esprit qui remplit le corps en grande partie est le résultat de l'héritage, qui à son tour est simplement le résultat de l'environnement social des générations passées. La compréhension de ce fait nous permettra d'utiliser notre autorité lorsque nous rencontrons un trait indésirable de notre caractère se manifestant. Nous pouvons consciemment utiliser toutes les caractéristiques désirables qui nous ont été données, et nous pouvons réprimer et empêcher les indésirables de se manifester. Encore une fois, cet esprit qui remplit notre corps physique n'est pas seulement le résultat de tendances héréditaires, il est le résultat du foyer, du travail et de l'environnement social, où d'innombrables milliers d'impressions, d'idées, de préjugés et de pensées similaires ont été reçues. Beaucoup de cela a été reçu des autres personnes, résultant d'opinions, de suggestions ou de déclarations. Beaucoup de cela est le résultat de notre propre pensée, mais presque tout a été accepté avec peu ou pas d'examen ou de respect. L'idée semblait digne d'éloge, le conscient l'a reçue, elle a été approuvée dans le subconscient où elle a été prise par le système sympathique et est passée à être construite dans notre corps physique. La parole est devenue chair. C'est ainsi que nous nous créons et recréons constamment. Aujourd'hui, nous sommes le résultat de notre dernière pensée, et nous serons ce que nous pensons aujourd'hui. La loi de l'attraction nous amène non pas ce que nous voudrions, ou ce que nous désirons, ou ce que quelqu'un d'autre a, elle nous amène ce qui est le nôtre, les choses que nous avons créées, par notre processus de pensée, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Malheureusement, beaucoup d'entre nous créent ces choses inconsciemment. Si l'un de nous construisait une maison pour lui-même, à quel point serions-nous prudents en ce qui concerne le projet? Comment étudierions-nous chaque détail? Comment choisirions-nous le matériau et ne sélectionnerions que le meilleur de tout? Pourtant, à quel point sommes-nous négligents quand il s'agit de construire notre maison mentale, qui est infiniment plus importante que toute maison physique, car tout ce qui peut entrer dans nos vies dépend du type de matériaux incorporés dans la construction de notre maison mentale. Quelles sont les caractéristiques de ce matériau? Nous avons vu que c'est le résultat des impressions que nous avons accumulées dans le passé et stockées profondément dans notre subconscient mental. Si ces impressions étaient de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété, si elles étaient décourageantes, négatives, douteuses, alors la texture du matériau que nous tissons aujourd'hui sera faite du même matériau négatif. Au lieu d'avoir de la valeur, il sera endommagé et pourri, et ne nous apportera que plus de fatigue, d'inquiétude et d'anxiété. Nous serons toujours occupés à remédier et à rendre au moins agréable. Mais si nous n'avons stocké que des pensées courageuses, si nous avons été optimistes, positifs, et avons immédiatement rejeté toute pensée négative à la poubelle, si nous avons refusé d'avoir affaire à elle, de nous y associer,
ou de nous identifier à elles de quelque manière que ce soit, alors quel est le résultat? Notre matériau mental est maintenant de la meilleure qualité. Nous pouvons tisser tout type de matériaux que nous voulons. Nous pouvons utiliser la couleur que nous désirons. Nous savons que la texture est ferme, que le matériau est solide, qu'il ne se détériorera pas et qu'il n'inspirera aucune crainte, aucune anxiété concernant l'avenir. Il n'y a rien à couvrir, aucun patch à cacher. Ce sont des faits psychologiques. Il n'y a pas de théorie ou de supposition à propos de ces processus de pensée. Il n'y a rien de secret à leur sujet. En fait, ils sont si simples que tout le monde peut les comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est nettoyer notre esprit, faire ce nettoyage tous les jours et le maintenir propre. Le nettoyage mental, moral et physique est absolument essentiel si nous voulons faire des progrès. Lorsque ce processus de nettoyage mental est complet, le matériau restant sera approprié pour former le type d'idéaux ou d'images mentales que nous souhaitons réaliser. 14. Il y a un magnifique domaine qui attend d'être réclamé, avec des terres étendues, des récoltes abondantes, de l'eau courante et d'excellents bois, des espaces ouverts, à perte de vue. C'est une demeure spacieuse et joyeuse, avec des tableaux exceptionnels, une bibliothèque complète, des détails somptueux et tout le luxe et le confort. Tout ce que ces héritiers ont à faire, c'est de confirmer leurs droits, de prendre possession et d'utiliser la propriété. Vous devez l'utiliser, vous ne devez pas la laisser tomber. L'utiliser est la condition à remplir. La négliger, c'est perdre la possession. 15. Domination de l'esprit et de l'esprit, maîtrise du pouvoir pratique. Une telle héritage est vôtre. Vous êtes l'héritier. Vous pouvez réclamer votre héritage, le posséder et utiliser cet riche héritage. Le pouvoir sur les circonstances est l'un de ses fruits. La santé, l'harmonie et la prospérité sont des actifs dans votre bilan, offrant équilibre et paix. Il ne vous coûte que le travail d'étudier et de récolter ces grandes richesses. Il n'exige aucun sacrifice, sauf la perte de vos limitations, de votre esclavage et de votre faiblesse. Il vous vêtira d'honneur et mettra un sceptre entre vos mains. 16. Pour obtenir cet héritage, 3 processus sont nécessaires. Vous devez le désirer sincèrement, confirmer votre réclamation et prendre possession. 17. Admettez que ces conditions ne sont pas lourdes. 18. Vous êtes familier avec le sujet de l'héritage. Darwin, Huxley, Haeckel et d'autres scientifiques ont accumulé des montagnes de preuves montrant que l'héritage est une loi qui régit l'évolution. C'est l'héritage progressif qui donne à l'homme sa posture debout, sa capacité de mouvement, les organes de digestion, la circulation sanguine, la force dans les nerfs, la force musculaire, la structure osseuse et une multitude d'autres compétences du côté physique. Il existe des faits encore plus impressionnants concernant l'héritage de la force mentale. Tout cela constitue ce que l'on peut appeler votre héritage humain. 19. Mais il y a un héritage que les scientifiques n'ont pas encore exploré, qui réside en dessous et précède toutes leurs recherches. Il y a un point où ils lèvent les mains avec désespoir, disant qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils voient. Cet héritage divin est là, en plein éveil. 20. C'est la force bienveillante qui décrète la création primordiale, l'émotion vive qui vient du divin, l'essence en tout ce qui est créé, donnant la vie. 21. Ce flux infini de vie vous traverse. Vous y avez accès. Ce sont les attributs qui constituent votre conscience. Maintenir ouvertes ces portes est le secret du pouvoir. Ça vaut la peine de faire l'effort. 22. Le grand fait est que la source de toute vie et de tout pouvoir est en vous. Les personnes, les circonstances et les événements peuvent suggérer des besoins et des opportunités, mais la force interne et le pouvoir de répondre à ces besoins se trouvent en vous. 23. Évitez les fausses vérités, construisez des bases solides pour votre connaissance, des forces qui découlent directement de la source infinie, l'esprit universel dont vous êtes l'image et la ressemblance. 24. Ceux qui ont pris possession de cet héritage ne seront plus jamais les mêmes. Ils ont pris possession d'un sentiment de pouvoir jamais rêvé auparavant. Ils ne seront plus jamais timides, faibles, hésitants ou craintifs. Ils sont indissolublement liés à l'omnipotence. Quelque chose en eux s'est éveillé.
ils ont soudainement découvert qu'ils possèdent une énorme capacité latente dont ils étaient totalement inconscients. 25. Ce pouvoir est interne, mais nous ne pouvons pas le recevoir à moins de l'utiliser. L'utiliser est la condition pour posséder cet héritage. Chacun de nous est un canal à travers lequel le pouvoir omnipotent prend forme. À moins de l'utiliser, le canal se bloque et nous ne pouvons plus rien recevoir. C'est vrai sur tous les plans de l'existence, dans tous les domaines d'effort et dans toutes les vocations de la vie. Plus nous apportons, plus nous obtenons. Le financier qui souhaite gagner plus d'argent doit utiliser l'argent qu'il a, car c'est seulement en l'utilisant qu'il peut en gagner davantage. Le commerçant qui ne maintient pas ses ventes n'aura bientôt plus aucun revenu. L'entreprise qui ne fournit pas un service efficace manquera bientôt de clients. L'avocat qui ne peut pas obtenir de résultats manquera bientôt de clients. Et ainsi de suite, le pouvoir est subordonné à une utilisation appropriée du pouvoir déjà en notre possession. C'est vrai dans chaque domaine d'effort, dans toute expérience de vie. C'est la vérité du pouvoir, duquel tout pouvoir connu parmi les hommes est généré. Le pouvoir spirituel ôte l'esprit et que reste-t-il? Rien. Ainsi, si l'esprit est tout, la capacité de démontrer tout pouvoir, que ce soit physique, mental ou spirituel, dépendra de la reconnaissance de ce fait. Toute possession est le résultat de l'attitude mentale accumulée ou de la conscience de l'argent. C'est la baguette magique qui vous permettra de recevoir l'idée et de formuler des plans pour que vous les exécutiez. Vous trouverez autant de plaisir dans l'exécution que dans la satisfaction de les accomplir. Maintenant, allez dans votre chambre, prenez le même siège, adoptez la même position que d'habitude et choisissez mentalement un endroit qui vous est agréable. Faites une image mentale complète de cet endroit. Voyez les bâtiments, les environs, les arbres, les amis, les relations, tout cela. Au début, vous penserez à tout sous le soleil, sauf à l'idée sur laquelle vous souhaitez vous concentrer, mais ne laissez pas cela vous décourager. La persistance gagnera, mais la persistance nécessite que vous pratiquiez ces exercices tous les jours sans faute. Question d'étude avec réponse. Deuxième partie. Quelle proportion de notre vie mentale est subconsciente? Au moins 90%. Ce vaste entrepôt mental est-il généralement utilisé? Non. Pourquoi peu de gens comprennent-ils ou apprécient-ils le fait que c'est une activité qu'ils peuvent diriger consciemment? D'où la conscience tire-t-elle ses tendances à gouverner? De l'hérédité, ce qui signifie que c'est le résultat de tous les environnements au-delà de chaque génération. Que nous apporte la loi de l'attraction? Ce qui est à nous. Qu'est-ce qui est intrinsèquement à nous? Nous sommes le résultat de notre dernière pensée consciente et subconsciente. De quoi est fait le matériau avec lequel nous construisons notre maison mentale? Des pensées que nous entretenons. Quel est le secret du pouvoir? La reconnaissance de l'omniprésence, de l'omnipotence. D'où provient toute vie et tout pouvoir? De l'intérieur. Sur quoi est conditionnée la possession du pouvoir? Sur une utilisation appropriée du pouvoir déjà en notre possession. Introduction, troisième partie. Cette partie vous donnera une excellente compréhension de la pièce de mécanisme la plus merveilleuse qui ait jamais été créée. Un mécanisme avec lequel vous pouvez créer pour vous-même la santé, la force, le succès, la prospérité ou toute autre condition que vous désirez. Les besoins sont des exigences, et les exigences créent des actions, et les actions produisent des résultats. Le processus d'évolution construit constamment notre lendemain à partir du maintenant. Le développement individuel ainsi que le développement universel sont graduellement avec une capacité et un volume toujours croissants. Savoir que si nous violons les droits des autres, nous aurons un remords et nous serons en difficulté. À chaque instant, c'est un signe que le succès est conditionné par l'idéal le plus élevé, qui est le plus grand bien pour la majorité. L'aspiration, le désir et le maintien constant et persistant de relations harmonieuses produiront des résultats. Le plus grand obstacle est l'attachement à des idées erronées. Pour être en harmonie avec la vérité éternelle, nous devons avoir la sérénité et l'harmonie intérieure pour recevoir l'intelligence. Le récepteur doit être accordé avec l'émetteur. La pensée est le produit de l'esprit et l'esprit est créatif. Mais cela ne signifie pas que l'univers changera son mode opératoire pour s'adapter à nous ou à nos idées.
Cela signifie que nous pouvons être en relation harmonieuse avec l'univers, et une fois que nous aurons réussi, nous pouvons demander tout ce à quoi nous avons droit, et cela se réalisera simplement. Troisième partie. L'esprit universel est si merveilleux qu'il est difficile de comprendre ses pouvoirs et ses possibilités disponibles, ainsi que ses effets illimités. Nous avons découvert que cet esprit n'est pas seulement toute intelligence, mais toute substance. Comment se forme-t-il? Comment obtenons-nous l'effet désiré? Demandez à n'importe quel électricien quel sera l'effet de l'électricité, et il répondra que l'électricité est une forme d'énergie et que son effet dépendra du mécanisme auquel elle est connectée. Cet effet dépendra si nous aurons de la chaleur, de la lumière, de la force, de la musique ou toute autre merveilleuse démonstration de puissance où cette énergie essentielle a été appliquée. Quel effet peut produire la pensée? La réponse est que la pensée est l'esprit en action, tout comme le vent est l'air en action, et son effet dépendra entièrement du mécanisme auquel il est lié. Voilà donc le secret de tout pouvoir mental, il dépend entièrement du mécanisme auquel nous nous associons. Quel est ce mécanisme? Savez-vous quelque chose du mécanisme inventé par Edison, Bell, Marconi et d'autres magiciens de l'électricité, grâce auquel le lieu, l'espace et le temps sont devenus simplement une façon de parler? Mais avez-vous déjà pensé que le mécanisme qui vous a été donné pour transformer l'univers, la puissance potentielle omniprésente, a été inventé par un inventeur plus grand que Edison? Nous sommes habitués à examiner le mécanisme des outils que nous utilisons pour labourer la terre et à essayer de comprendre le mécanisme de la voiture que nous conduisons. Mais la plupart d'entre nous sont satisfaits de rester dans une ignorance totale du mécanisme le plus grand qui ait jamais existé, le cerveau humain. Examinons les merveilles de ce mécanisme. Peut-être comprendrons-nous mieux les différents effets qu'il cause. En premier lieu, il y a le grand monde mental dans lequel nous vivons, nous bougeons et avons notre être. Ce monde omnipotent, omniscient et omniprésent répond à notre désir en relation directe avec notre but et notre foi. Le but doit être en accord avec la loi de notre être, c'est-à-dire qu'il doit être créatif ou constructif. Notre foi doit être suffisamment forte pour générer un courant de force, suffisant pour amener notre objectif à la manifestation. Qu'il soit fait selon ta foi est le signe de la preuve scientifique. Les effets qui se produisent dans le monde extérieur sont ceux de l'action et de la réaction de l'individu sur l'univers. C'est le processus que nous appelons pensée. Le cerveau est l'organe à travers lequel ce processus est accompli. Pensez à la merveille de cela. Aimez-vous la musique, les fleurs, la littérature, ou êtes-vous inspiré par l'ingéniosité de la pensée ancienne ou moderne? Rappelez-vous que chaque beauté à laquelle vous répondez doit avoir son pendant correspondant dans votre cerveau avant que vous puissiez l'apprécier. Il n'y a pas une seule vertu ou principe dans le magasin de la nature que le cerveau ne puisse exprimer. Le cerveau est un monde en embryon, prêt à se développer au moment voulu. Si vous pouvez comprendre que c'est une vérité scientifique et l'une des merveilleuses lois de la nature, il vous sera plus facile de comprendre le mécanisme par lequel ces résultats extraordinaires sont obtenus. Le système nerveux est comparé à un circuit électrique avec sa batterie de cellules d'où provient la force et sa matière blanche avec les fils isolés à travers lesquels circule le courant. C'est à travers ces canaux que chaque impulsion ou désir est porté à travers le mécanisme. La moelle épinière est le grand moteur et la voie sensorielle par laquelle les messages sont envoyés au cerveau et depuis le cerveau. Elle est donc la source du sang qui coule à travers les veines et les artères, renouvelant notre énergie et notre force. La structure parfaitement agencée sur laquelle repose tout le corps physique et enfin la belle et délicate peau recouvrant tout le mécanisme est un manteau de beauté. C'est donc le temple du Dieu vivant, et le moi individuel a cédé le contrôle. Le résultat dépendra de la connaissance du mécanisme qui est sous son contrôle. Chaque pensée met les cellules du cerveau en action. Au début, la substance sur laquelle la pensée est dirigée ne répond pas. Mais si la pensée est suffisamment raffinée et concentrée, la substance répond finalement et s'exprime parfaitement. Cette influence de l'esprit peut être exercée sur n'importe quelle partie du corps en éliminant tout effet indésirable.
Une conception parfaite et une compréhension des lois qui gouvernent le monde mental sont d'une valeur inestimable dans les transactions commerciales. Cela développe le pouvoir de discernement et donne de la clarté dans la compréhension et l'appréciation des faits. L'homme qui cherche à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur peut utiliser les puissantes forces qui détermineront finalement sa destinée dans la vie et le conduiront ainsi à vibrer avec tout ce qui est meilleur, plus fort et plus désirable. L'attention ou la concentration est probablement la chose la plus fondamentale et la plus importante dans le développement de la culture mentale. Les possibilités de l'attention, lorsqu'elles sont dirigées correctement, sont si étonnantes qu'elles sembleraient incroyables pour les non-initiés. Une attention développée est la caractéristique distinctive de chaque homme ou femme réussi, et c'est la plus grande compétence personnelle qui puisse être acquise. Ainsi en est-il avec le pouvoir de la pensée. Laissez le pouvoir se dissiper en dirigeant la pensée d'un objet à un autre, et apparemment, il n'y a pas de résultat. Mais concentrez ce pouvoir par l'attention ou la concentration sur n'importe quel dessin, pendant un certain temps, et rien ne sera impossible. Un remède très simple pour une situation complexe, je dirais très bien, essayez-le vous-même, qui n'avez aucune expérience pour concentrer votre pensée sur un dessin ou un objet défini. Choisissez n'importe quel objet et concentrez votre attention dessus avec un dessin défini pendant seulement 10 minutes. Vous ne pourrez pas le faire, votre esprit vagabondera une douzaine de fois, et il faudra le ramener à chaque fois à l'objectif initial. Et à chaque fois l'effet sera perdu, et à la fin des 10 minutes, vous n'aurez rien gagné car vous n'avez pas été capable de maintenir fermement votre pensée sur l'objectif. C'est cependant à travers l'attention que vous pourrez finalement surmonter tous les obstacles qui se présenteront sur votre chemin ascendant, et la seule façon d'acquérir ce pouvoir merveilleux est par la pratique. La pratique perfectionne en cela, comme en tout. Pour cultiver le pouvoir d'attention, apportez une photographie avec vous au même siège, dans la même pièce, dans la même position que jusqu'à présent. Examinez attentivement chaque détail montré sur la photographie. Maintenant, couvrez-la et essayez de la voir mentalement. Si vous pouvez voir chaque détail parfaitement et que vous pouvez former une bonne image mentale de la photographie, vous devez vous féliciter. Sinon, répétez le processus jusqu'à ce que vous le puissiez. Cette étape est simplement pour préparer le terrain. La semaine prochaine, nous serons prêts à semer la graine. C'est par le biais de tels exercices que vous pourrez enfin contrôler votre disposition mentale, votre attitude, votre état de conscience. Les grands financiers apprennent à s'écarter de plus en plus de la foule afin de pouvoir avoir plus de temps pour planifier, penser et générer la disposition mentale adéquate. Les hommes d'affaires prospères démontrent constamment qu'il est bénéfique de rester en contact avec la pensée d'autres hommes d'affaires prospères. Une seule idée peut valoir des millions de dollars, et ces idées ne peuvent venir qu'à ceux qui sont réceptifs, qui sont prêts à les recevoir, qui sont dans un état d'esprit prospère. Les hommes apprennent à s'harmoniser avec l'esprit universel. Ils apprennent l'unité de toutes choses. Ils apprennent des méthodes et des principes de pensée fondamentaux, et cela change les conditions et multiplie les résultats. Ils découvrent que les circonstances et l'environnement suivent toute la direction du progrès mental et spirituel. Ils découvrent que la croissance suit la connaissance, que l'action suit l'inspiration, que l'opportunité suit la perception. Toujours le spirituel d'abord, ensuite la transformation en des possibilités de succès infinies et illimitées. Comme l'individu est le canal pour la manifestation de l'univers, ces possibilités sont inépuisables. La pensée est le processus par lequel nous pouvons absorber l'essence du pouvoir et la maintenir dans notre conscience interne jusqu'à ce qu'elle devienne partie intégrante de notre conscience. La méthode pour y parvenir est la pratique persistante de certains principes de base tels qu'expliqués dans ce système. C'est la clé maîtresse qui ouvre le dépôt de la vérité universelle. Actuellement, les deux grandes sources de souffrance humaine sont la maladie corporelle et l'anxiété mentale. Celles-ci peuvent être facilement retracées jusqu'à la violation de certaines lois naturelles. Cela est sans aucun doute dû au fait que la connaissance jusqu'à présent reste partielle, mais les nuages d'obscurité qui se sont accumulés à travers les siècles commencent à se dissiper, et avec eux, beaucoup des misères qui accompagnent la mauvaise information,
Qu'un homme puisse se changer, s'améliorer, se reconstruire, contrôler son environnement et dominer son propre destin est la conclusion de chaque esprit conscient du pouvoir de la pensée correcte en action constructive. Larsen, question d'étude avec réponse, 3e partie. 51. Quels sont certains effets pouvant être produits avec l'électricité, la chaleur, la lumière, l'énergie, la musique? 52. De quoi dépendent ces effets du mécanisme auquel l'électricité est connectée? 53. Quel est le résultat de l'action et de l'interaction de l'esprit individuel sur l'univers, les situations et les expériences auxquelles nous sommes confrontés? 54. Comment ces situations peuvent-elles être changées en changeant le mécanisme par lequel l'univers est formé? 55. Quel est ce mécanisme? Le cerveau. 56. Comment peut-il être changé par le processus que nous appelons la pensée? Les pensées produisent des cellules cérébrales, et ces cellules répondent à la pensée correspondante dans l'univers. 57. Quelle est la valeur du pouvoir de concentration? C'est la plus grande compétence personnelle qui puisse être acquise et c'est la caractéristique distinctive de chaque homme ou femme réussi. 58. Comment peut-il être acquis? En pratiquant régulièrement les exercices de ce système. 59. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela nous permettra de contrôler nos pensées, et comme les pensées sont la cause, les situations sont l'effet. Si nous pouvons contrôler la cause, nous pouvons aussi contrôler l'effet. 60. Qu'est-ce qui change les conditions et multiplie les résultats dans le monde objectif? Les hommes apprennent la méthode de base de la pensée constructive. Introduction. 4e partie. À travers toutes les époques, l'homme a cru en un pouvoir invisible, à travers lequel toutes choses ont été et sont continuellement recréées. Nous pouvons attribuer une personnalité à ce pouvoir et l'appeler Dieu, ou nous pouvons le considérer comme l'essence ou l'esprit qui imprègne toute chose. Mais dans tous les cas, l'effet est le même en ce qui concerne l'individu. Le physique, le visible, est personnel. Ce que l'on peut reconnaître avec ses sens consiste en son corps, son cerveau et ses nerfs. Le subjectif est spirituel, invisible et impersonnel. Le personnel est conscient car c'est une entité physique. L'impersonnel, étant du même type et de la même qualité que tout le reste de l'être, n'est pas conscient de lui-même et est donc appelé le subconscient. Le personnel ou conscient a le pouvoir de la volonté et du choix, et peut donc exercer la sélection pendant le choix des méthodes par lesquelles il trouve des solutions aux difficultés. L'impersonnel ou spirituel, étant une partie et un avec la source et l'origine de tout pouvoir, ne peut exercer aucun choix. Mais en revanche, il dispose de ressources infinies à sa disposition. Celui-ci peut et parvient à produire des résultats par des méthodes que l'esprit humain ou individuel ne peut même pas concevoir. Vous verrez donc qu'il est de votre privilège de dépendre de la volonté humaine avec toutes ses limites et ses préjugés, ou de décider d'utiliser les potentialités de l'infini en utilisant l'esprit subconscient. Voici donc l'explication scientifique du merveilleux pouvoir qui a été mis sous votre contrôle, si seulement vous décidez de le comprendre, de l'apprécier et de le reconnaître. Dans cette 4e partie, une méthode est décrite pour utiliser consciemment ce pouvoir omnipotent. Partie 4. La visualisation est le processus de création d'images mentales, et l'image est le moule ou modèle qui servira de patron à partir duquel émergera votre avenir. Faites le patron clair et faites-le beau, n'ayez pas peur, faites-le grandiose. Rappelez-vous que personne ne peut vous imposer de limites, sauf vous-même. Vous n'êtes limité ni en coûts ni en matériaux. Faites appel à l'infini comme votre source. Construisez-le dans votre imagination. Il devra être là avant d'apparaître ailleurs. Faites l'image claire et précise. Retenez-la fermement dans votre esprit et progressivement, l'objet se rapprochera de vous. Rappelez-vous que vous pouvez devenir ce que vous décidez d'être. C'est un autre fait psychologique bien connu, mais malheureusement, le lire ne vous apportera pas de résultats que vous puissiez avoir en tête, ni même vous aider à former l'image mentale, et encore moins vous aider à la manifester. C'est nécessaire de travailler avec insistance, effort mental fort, le type d'effort que seuls très peu sont prêts à entreprendre. Le premier pas est l'idéalisation. C'est aussi le plus important, car c'est le plan sur lequel vous allez construire.
Il doit être solide et permanent. L'architecte, lorsqu'il planifie un bâtiment de 30 étages, a chaque ligne et chaque détail visualisé dès le début. De la même manière, vous dessinerez dans votre esprit ce que vous désirez. Vous sèmerez la graine, mais avant de semer, vous devez savoir ce que vous récolterez. C'est cela, l'idéalisation. Si vous n'êtes pas sûr, revenez à la chaise tous les jours jusqu'à ce que l'image devienne claire et se développe graduellement. Au début, le plan général sera flou, mais il prendra forme. D'abord, le contour prendra forme, puis les détails, et graduellement vous développerez le pouvoir qui vous permettra de formuler des plans qui se matérialiseront finalement dans le monde objectif. Vous finirez par savoir ce que l'avenir vous réserve. Ensuite, vient le processus de visualisation. Vous devez voir l'image de plus en plus complète, voir les détails, et au fur et à mesure que les détails commencent à révéler la forme et les moyens de le manifester, une chose en amènera une autre. La pensée conduira à l'action. L'action développera des méthodes. Les méthodes attireront des amis. Les amis attireront des circonstances. Et finalement, la troisième étape, où la matérialisation sera accomplie. Nous reconnaissons tous que l'univers a dû être pensé avant de pouvoir devenir un fait matériel, et si nous sommes prêts à suivre le guide du grand architecte de l'univers, nous trouverons que nos pensées prennent forme de la même manière que l'univers a pris forme concrète. C'est la même conscience opérant à travers l'individu. Il n'y a pas de différence de classe ou de qualité. La seule différence est de degré. L'architecte visualise son bâtiment, le voit tel qu'il souhaite qu'il soit. Sa pensée se transforme en un moule plastique, à partir duquel le bâtiment émergera enfin, grand ou petit, beau ou simple. Sa vision prend forme sur le papier et finalement, le matériau nécessaire est utilisé et le bâtiment est érigé complètement. Le inventeur visualise son idée exactement de la même manière. Citons par exemple Nikola Tesla, qui avait un intellect immense et fut l'un des plus grands esprits de tous les temps. Cet homme a matérialisé les réalités les plus surprenantes, en visualisant toujours ses inventions avant de commencer à travailler dessus. Tesla ne se précipitait pas pour les concrétiser, puis passait du temps à corriger les défauts. Ayant d'abord construit l'idée dans son imagination, il la maintenait là comme une image mentale à construire et à améliorer par sa pensée. De cette façon, il écrit dans son livre « The Electrical Experimenter » « Je suis habilité à développer et perfectionner rapidement un concept sans avoir besoin de toucher à rien. Lorsque j'ai progressé suffisamment pour incorporer dans l'invention toutes les améliorations possibles auxquelles je peux penser et que je ne vois aucune faille, je la concrétise. Invariablement, mon design fonctionne comme je l'ai conçu qu'il le devrait, et pendant 20 ans, je n'ai trouvé aucune exception. Si vous pouvez suivre consciemment ces principes, vous développerez une foi, le genre de foi qui est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues, et vous développerez la confiance, le genre de confiance qui mène à la résilience et au courage. Vous développerez le pouvoir de concentration qui vous permettra d'exclure tous les pensées sauf celles qui sont associées à votre but. La loi est que la pensée se manifestera sous forme, et seul celui qui sait comment devenir le penseur divin de ses propres pensées peut prendre la place du maître et parler avec autorité. La clarté et la certitude ne sont obtenues qu'en ayant l'image en tête de manière répétée. Chaque répétition rend l'image plus nette et précise que la précédente, et en proportion de la netteté et de la précision de l'image, la manifestation résultante se produira. Vous devez la construire avec fermeté et assurance dans votre monde mental, votre monde interne, avant qu'elle puisse prendre forme dans le monde extérieur. Et vous ne pouvez rien construire de valeur même dans votre monde mental, à moins d'avoir le matériau approprié. Lorsque vous avez le matériau, vous pouvez construire tout ce que vous voulez, mais assurez-vous de votre matériau. Vous ne pouvez pas faire un beau vêtement à partir de morceaux de chiffon. Ce matériau sera créé par des millions de travailleurs mentaux, silencieux et façonnés, sous la forme de l'image que vous avez en tête. Pensez-y, vous avez plus de 5 millions de ces travailleurs mentaux prêts et actifs, appelés neurones. En plus de cela, vous avez des milliards d'autres travailleurs mentaux dans votre corps, chacun doté de suffisamment d'intelligence pour comprendre et agir sur tout message ou suggestion reçue. Toutes ces cellules sont occupées à créer et recréer le corps, mais en plus de cela,
Elles sont dotées d'énergie psychique par laquelle elles peuvent attirer vers elles la substance nécessaire à un développement parfait. Elles le font par la même loi, et de la même manière que chaque forme de vie attire à elle-même le matériau nécessaire à sa croissance. Le chêne, la rose, le lys, tous nécessitent certains matériaux pour leur expression la plus parfaite et les obtiennent par la demande silencieuse, la loi de l'attraction, la forme la plus fiable pour vous, d'obtenir ce dont vous avez besoin pour votre développement complet. Construisez l'image mentale, construisez-la suivra la demande. Vous serez guidé pour faire ce qui est juste au bon moment et de la bonne manière. Le désir sincère attirera l'attente sûre, et cette dernière devra être renforcée par la demande ferme. Ces trois choses ne manquent pas d'attirer le succès, car le désir sincère est le sentiment, l'attente confiante est la pensée, et la demande ferme est la volonté. Et comme nous l'avons vu, le sentiment donne de la vitalité à la pensée, tandis que la volonté la maintient fermement jusqu'à ce que la loi de croissance la manifeste. N'est-il pas admirable que l'homme ait un tel pouvoir énorme en lui et qu'il n'ait aucune idée de ses facultés transcendantales? N'est-il pas étrange qu'on nous ait toujours enseigné à chercher la force et le pouvoir à l'extérieur? Nous avons été enseignés à chercher partout, sauf en nous-mêmes, et chaque fois que ce pouvoir se manifeste dans nos vies, on nous dit que c'est quelque chose de surnaturel. Aujourd'hui, beaucoup ont compris ce merveilleux pouvoir et ont fait des efforts sérieux et conscients pour prendre en charge leur santé, leur pouvoir et d'autres conditions, et pourtant, ils semblent échouer. Ils ne semblent pas capables de faire fonctionner la loi. La difficulté dans presque tous les cas réside dans le fait qu'ils se concentrent sur l'externe. Ils désirent l'argent, le pouvoir, la santé et l'abondance, mais ils ne réalisent pas que ce sont des effets et qu'ils ne viennent que lorsque la cause est trouvée. Ceux qui ne prêtent pas attention au monde extérieur chercheront uniquement à confirmer la vérité, ils chercheront uniquement la sagesse et trouveront que cette sagesse révélera et divulguera la source de tout pouvoir qui se manifestera dans la pensée et le dessein, qui créeront les conditions externes souhaitées. Cette vérité trouvera son expression dans le dessein noble et dans l'action courageuse. Croyez uniquement aux idéaux, ne pensez pas aux conditions externes. Embellissez et enrichissez votre monde interne, et le monde externe exprimera et manifestera les conditions que vous avez à l'intérieur. Vous comprendrez votre pouvoir de créer des idéaux, et ces idéaux seront projetés dans le monde des effets. Par exemple, supposez qu'un homme soit endetté, il pensera continuellement à la dette en se concentrant dessus, et comme les pensées sont des causes, le résultat est qu'il ne fera pas que garantir que la dette reste avec lui, mais qu'il créera effectivement plus de dettes. Il met en œuvre la grande loi de l'attraction avec le résultat normal et inévitable. La perte entraîne une perte encore plus grande. Quel est donc le principe correct? Accorder en abondance, idéaliser les méthodes et les plans pour mettre la loi de l'abondance en action. Visualiser les conditions à travers lesquelles la loi de l'abondance crée, cela entraînera la manifestation. Si la loi fonctionne parfaitement pour apporter la pauvreté, le manque et toutes les formes de limitation, pour ceux qui maintiennent continuellement des pensées de manque et de peur, elle fonctionnera également avec la même certitude pour attirer des conditions d'abondance et d'opulence pour ceux qui entretiennent des pensées de courage et de pouvoir. C'est un problème difficile pour beaucoup. Nous sommes trop impatients de manifester, anxieux, peur, tension. Nous voulons faire quelque chose, nous voulons aider. Nous sommes comme un enfant qui vient de planter une graine et qui remue la terre toutes les 15 minutes pour voir si elle pousse. Bien sûr, dans ces circonstances, la graine ne germera jamais. Et c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font dans le monde mental. Nous devons planter la graine et la laisser tranquille, prêts à agir lorsque le moment viendra. La force de la pensée est le moyen le plus puissant d'acquérir connaissance, et si elle est concentrée sur un sujet, elle peut résoudre n'importe quel problème. Rien n'est au-delà du pouvoir de compréhension humaine, mais cela demande d'utiliser la force de la pensée et de la diriger vers ce que nous désirons. Rappelez-vous que la pensée est le feu qui crée la vapeur, qui fait tourner la roue de la fortune, sur laquelle reposent vos expériences. Posez-vous quelques questions, puis attendez respectueusement les réponses. Vous sentez-vous toujours vous-même à l'intérieur de vous-même? Vous affirmez-vous ou suivez-vous la majorité? Rappelez-vous que les majorités sont toujours dirigées et jamais guident,
Qu'est-il arrivé à la majorité qui s'est battue bec et ongles contre la machine à vapeur, le métier à tisser automatique et toute autre avancée ou amélioration qui a été proposée à l'époque? Pour votre exercice de cette semaine, visualisez un ami. Voyez-le exactement comme vous l'avez vu la dernière fois. Visualisez la pièce, les meubles. Rappelez-vous la conversation, maintenant voyez son visage. Voyez-le clairement. Maintenant parlez-lui d'un sujet d'intérêt mutuel. Voyez son expression changer. Voyez le sourire. Pouvez-vous le faire? Si oui, votre imagination est bonne et vous faites d'excellents progrès. Question d'étude avec réponse. 4e partie. Qu'est-ce que la visualisation? Le processus de création d'images mentales. Quel est le résultat de cette méthode de pensée? En maintenant l'image visuelle ou le tableau dans l'esprit, nous pouvons progressivement mais sûrement l'approcher de plus en plus près de nous. Nous pouvons être ce que nous désirons être. Qu'est-ce que le processus de visualisation ou d'idéalisation des plans qui se matérialiseront finalement dans notre monde objectif? C'est la visualisation ou l'idéalisation des plans qui se matérialiseront finalement dans notre monde objectif. Pourquoi la clarté et la certitude sont-elles nécessaires? Parce que voir crée le ressenti et le ressenti crée l'être, d'abord mentalement, puis émotionnellement, puis les possibilités illimitées de réussite. Comment ces dernières sont-elles obtenues? Chaque action répétée rend l'image plus fiable que la précédente. Comment assurez-vous le matériau de construction de votre image mentale? Par des millions de travailleurs mentaux appelés neurones. Comment assurez-vous les conditions nécessaires pour amener votre idéal à la manifestation dans le monde objectif? Par la loi de l'attraction, la loi naturelle par laquelle toutes les conditions et expériences se manifestent. Quels sont les 3 pas nécessaires pour que cette loi opère? Désir sincère, attente confiante, demande ferme. Pourquoi beaucoup échouent-ils? Parce qu'ils se concentrent sur la perte, la maladie et le désastre. La loi opère parfaitement. Les choses qu'ils craignent leur arrivent. Quelle est l'alternative? Se concentrer sur les idéaux que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie.